Je vous avoue que je sais pas vraiment comment commencer cette vidéo parce que c'est pas un format que j'ai l'habitude de filmer. Je pense que si vous me connaissez, que vous me suivez, vous savez que moi je suis principalement sur TikTok et que je fais pas trop de vidéos face caméra sur YouTube. Enfin, je fais des vidéos face caméra, mais c'est du format court, c'est pas du tout du format long. Je crois que ça fait 4 ans presque que j'ai commencé mon compte TikTok. Bon, quand je l'ai commencé, vraiment, il y avait aucune prétention, vraiment c'était nul à chier ce que je faisais. Je dis pas que ce que je fais à l'heure actuelle est forcément mieux, mais voilà, je pense que j'ai évolué à certains points au niveau de la création de contenu. Et en fait, je me rends compte que je ne vous ai jamais raconté qui j'étais, enfin jamais dit qui j'étais. Je pense qu'en fait les gens ne me connaissent pas finalement. Bon, certains auront sûrement l'impression de me connaître parce que vous savez, avec tout ce qui est parasocial, etc., on a vite l'impression de connaître les gens, mais la vérité c'est que je pense que pas grand monde connaît mon histoire et je me suis dit que... Enfin, je me suis dit... En soi, tout le monde s'en fiche, mais je suis dans une période de ma vie où je pense que j'ai besoin d'extérioriser et de raconter en fait ce qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Puis bon, vu qu'il n'y a personne pour m'inviter dans son podcast, bah je le fais maison. Voilà, podcast maison. Cette vidéo va être assez longue, elle va aborder certains sujets sensibles, comme les abus sexuels, encore tout ce qui est au niveau familial, etc. Donc si ce sont des sujets qui sont sensibles pour vous, je vous invite à quitter la vidéo et à ne pas regarder. Voilà, parce que je vais pas mâcher mes mots dans le sens où je vais pas supprimer des mots pour l'algorithme, vous voyez, c'est pas comme sur TikTok. Donc je vous préviens d'avance que on va quand même aborder des sujets un petit peu sensibles aussi au niveau de la santé mentale. Alors je me suis vraiment mis au naturel pour cette vidéo. Je suis pas du tout coiffée, maquillée. Je me suis mouillé les cheveux quand je suis allée prendre mon bain. Je les ai pas lavés, je les ai juste mouillés. Donc voilà, c'est vraiment la dégaine du dimanche, sauf qu'on est mardi. Cette vidéo va être assez longue, donc je vous invite d'ores et déjà à manger quelque chose, enfin prendre un petit café, un petit thé, ou mettre en fond pendant votre ménage. Voilà, faites comme vous le sentez. En fait, je sais pas vraiment comment commencer ça. Ce serait peut-être intéressant de vous parler d'où je viens, en fait, déjà, au niveau de mes origines, etc. Alors, mon père et ma mère, ils sont de Normandie, ils se sont rencontrés en Normandie, à une soirée à laquelle ma mère ne voulait absolument pas aller. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû y aller finalement. Je suis née de 2 parents normands. Ils ont eu mon frère en premier. Mon grand frère est là 8 ans de plus que moi. On a 8 ans d'écart. C'est un 95. Moi, je suis une 2003. Alors, je sais qu'on me dit que je fais plus vieille. Moi, je trouve que je fais mon âge, mais bon, c'est encore autre chose. Pour vous expliquer un petit peu dans quel environnement j'ai grandi, mes parents ont divorcé quand j'étais en maternelle. Je devais avoir 4-5 ans maximum. Ça m'a pas affecté tant que ça parce que, en fait, je pense que quand tes parents ils divorcent à un moment où t'es très jeune, bah, de toute façon, tu ne te rends pas compte de ce que c'est d'avoir 2 parents ensemble. Donc, c'est pas un manque que tu fondamentalement. Voilà, mon frère qui a 8 ans de plus que moi, il a connu en fait mon père et ma mère ensemble. Donc, je pense que c'était encore différent. Mais moi, la séparation de mes parents, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu en soi. Au début, il me semble qu'on était en garde alternée 1 semaine sur 2 et qu'après, en fait, on a switché sur ce qui est le plus classique en France pour les couples divorcés, c'est-à-dire un week-end sur 2 chez mon père et la moitié des vacances scolaires. Alors, mon père a commencé très très vite à dériver au niveau de l'alcool, etc. Moi, il était alcoolique, donc j'ai coupé tout contact avec mon père il y a quelques années maintenant. Je pense que ça doit faire 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai arrêté d'aller chez lui, je devais être en 4e, 5e, 4e. Enfin, il y a eu toutes sortes d'abus, etc., dont je n'avais pas le souvenir, dont je me suis souvenue plus tard. Mais ça, je pense que j'y reviendrai ultérieurement. Du coup, ma mère, c'est vrai qu'elle a pas mal galéré, parce que en fait, mon père, à un moment, a arrêté de payer la pension alimentaire, qui était quand même, il me semble, assez conséquente, puisque à l'époque, mon père était ingénieur et avait un bon travail. Maintenant, vraiment, c'est un déchet ambulant. Vraiment, c'est un déchet ambulant. L'alcool l'a complètement cramé. Il est méconnaissable de la dernière fois que je l'ai aperçu. Donc vraiment, il a gâché tout son potentiel, quoi. J'ai fait des prêts au nom de ma mère avec leur conjoint, que ma mère pensait qu'il avait fermé, mais en fait, il l'avait pas fermé. Et ça lui coûtait plus cher en frais d'avocat que de rembourser le prêt. Du coup, pendant quelques temps, elle s'est tapé un prêt à rembourser qu'en fait, elle n'avait pas contracté elle. Mais ça revenait moins cher, en fait, que de prendre un avocat. Donc c'est vrai qu'il y a une partie, je pense, quand j'étais au collège, financièrement, pour ma mère, c'était assez compliqué. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais en 5e,
Et en fait, ma mère, elle n'avait pas de quoi m'acheter des chaussures de sport. Du coup, on était allé au Go Sport de Châtelet-Léal. Je m'en souviens très bien. Et en fait, elle m'avait acheté les chaussures premier prix qui étaient horribles, qui étaient absolument laides. Et en fait, quand je suis arrivée avec au cours de sport au collège, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Voilà. Petit trauma. Enfin, je les prenais dans mon sac, mais je les mettais pas en fait. Voilà, je les mettais pas. En ce qui concerne ma relation avec ma mère, je dirais que ça a toujours été un petit peu compliqué. Je pense qu'elle avait du mal à lâcher du lest. À partir du lycée, elle m'a quand même laissé faire tout ce que je voulais, tant que j'avais des bonnes notes, parce qu'elle était prof, donc c'était vraiment assez strict là-dessus. Voilà. Enfin, il fallait vraiment que j'ai des bonnes notes. Enfin, moi, je m'en fiche, je bossais pas beaucoup et j'avais des bonnes notes, donc c'était pas un souci pour moi. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai été au lycée, le week-end, elle allait voir son nouveau mec et tout, donc j'étais toute seule à la maison, parce que mon frère était avec sa copine à l'époque, etc. Et on va dire que j'avais quand même pas mal de liberté, peut-être je pense un peu trop, et ce qui fait que je me suis mis parfois dans des situations pas ouf. Je sais pas si j'en parlerai ici, mais on va dire que voilà, c'était pas joli. Quand j'ai eu 16 ans, je suis sortie avec un mec qui en avait 28. Bref, ma mère qui a accepté cette relation d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'en tant que maman aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir. En fait, je préférerais que ma fille, elle m'en veuille sur le moment, de pas me laisser vivre cette relation. Et que plus tard, quand elle sera adulte, et quand elle sera peut-être elle-même maman, elle comprenne que c'était pour son bien. Et ça, ce genre de cadre, je l'ai pas forcément eu, vous voyez. Et même, ma mère, elle a toujours eu des réflexions que j'ai toujours trouvé un peu limite. Par exemple, quand je sortais justement avec ce garçon qui avait 28 ans à l'époque, il était tout fin. Moi, j'étais pas grosse. Vraiment, j'étais vraiment pas grosse à cette époque-là. C'est après que j'ai pris du poids. Et elle me disait, ouais, tu vas l'écraser et tout, tu fais le double de lui, des trucs comme ça. Et il faut savoir qu'aussi, à l'école primaire, je n'avais pas droit à avoir de goûter parce que ça faisait grossir. Et si j'avais un goûter, c'était soit une ou deux clémentines ou des biscuits matin légers que t'as pas du tout envie de manger quand t'es gamin. Bonjour, le rapport à la nourriture et au corps. Pas ouf. Et aussi, ma mère était du coup, et elle est toujours professeure des écoles, et je suis allée à l'école primaire dans l'école dans laquelle elle travaillait. Pas du tout une bonne idée. Mais ça, c'est encore autre chose, et je pense que c'est vraiment pas l'essentiel d'aujourd'hui. Toujours détester l'école. Depuis la maternelle, j'ai vraiment toujours détesté l'école. Et quand le confinement est arrivé en 2020, j'étais vraiment super contente parce que ça faisait déjà quelques années que c'était compliqué pour moi d'aller à l'école tous les jours. J'étais en première à ce moment-là. Et donc vraiment grosse révélation d'être à la maison. Ce qui fait que ma mère par la suite m'a laissé faire ma terminale du coup au CNED, le Centre national d'éducation à distance, l'école à la maison. Donc j'ai fait ma terminale au CNED, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de temps que d'autres lycéens n'avaient pas. J'ai pu faire des petits boulots. Donc j'avais 4 petits boulots en même temps. D'un côté, je faisais le centre de loisirs, du babysitting, plusieurs fois par semaine. Je donnais des cours de français en ligne. J'avais bidouillé, parce que normalement, il fallait être majeur. J'avais bidouillé sur le site avec ma carte et tout pour faire genre que j'étais majeure. Bref. Mais c'était pas assez. Du coup, je donnais des cours de français en ligne à des non-francophones, du coup. Et je faisais du service à la personne, c'est-à-dire que pendant quelques mois, je me suis occupée d'une mamie qui était japonaise. Et vu que je parlais très bien japonais pour mon âge à l'époque, ils m'ont pris. Et j'ai fait ça pendant quelques mois jusqu'à ce que la mamie elle décède. Bref, j'avais 4 boulots en même temps. Et c'est durant cette année de terminale que j'ai commencé à apprendre le coréen. Sachant que je parlais déjà japonais couramment à ce moment-là, parce que j'avais commencé quand j'étais au collège. Et comment c'est venu ? C'est venu un peu comme pour le japonais, comme un cheveu sur la soupe. En fait, le japonais, ce qui m'avait vraiment motivée, c'est que ma mère m'avait dit « De toute façon, tu vas abandonner au bout de 3 semaines ». Et ça m'a foutu la rage. Ça m'a tellement foutu la rage que je n'ai pas abandonné. Vraiment, moi, je fonctionne à l'ego. Et du coup, une fois, c'est pas que j'avais fait le tour du japonais, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour, même si on fait jamais le tour d'une langue. Et du coup, je voulais apprendre une autre langue pour pouvoir partir en PVT par la suite, donc en visa vacances-travail. Donc en fait, tout l'argent que je gagnais par mes petits boulots, en fait, j'essayais de le mettre un maximum de côté pour pouvoir partir en PVT. Je vous rappelle que j'avais encore 17 ans à ce moment-là. Donc avec l'argent que je gagne, en fait, je me prends des cours de coréen en ligne, pas en physique. Vraiment, je prends des cours de coréen en ligne et je bosse à fond le coréen. Vraiment que je vous dis que j'étais complètement folle. Je fais que bosser le coréen. C'est-à-dire que j'y passais entre 4 à 8 heures par jour, non-stop. Et ça a payé, vu que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui.
Mais voilà, je me débloque un petit niveau quand même en coréen assez rapidement, parce que c'est vrai que le japonais, ça m'avait pris un certain temps, parce que j'étais jeune et que je n'avais pas la liberté de pouvoir m'offrir des cours en fait moi-même. Mais vu que là, je travaillais, l'argent arrivait sur mon compte, l'argent, voilà, j'en faisais ce que je voulais. Donc j'ai pu le réinvestir. Et du coup, forcément, ça m'a pris beaucoup moins de temps pour avoir un certain niveau en coréen, comparé au temps que ça m'a pris pour avoir le même niveau en japonais à l'époque. En même temps, je m'inscris sur des sites d'échange linguistique, qui ne sont pas des sites de rencontres, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent comme des sites de rencontres. Et je fais quelques mauvaises rencontres. Dont une personne par qui j'ai été violée chez moi, donc chez ma mère. Et du coup, en fait, j'avais extrêmement du mal à rester dans cet appartement. C'était quoi, je pense, un mois avant mes 18 ans. Et du coup, je pouvais vraiment plus rester et je suis partie en fait de chez ma mère. Donc un mois avant mes 18 ans, je suis partie et il y avait une connaissance de mon oncle qui avait un appartement à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu rester quelques semaines dans cet appartement. Et en fait, j'avais rencontré quelqu'un d'autre qui était un peu fou, enfin genre il était un peu bizarre, mais du coup, j'ai un peu habité chez lui. Et ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille. Je venais d'avoir 18 ans. Quand je vous dis que je venais d'avoir 18 ans, j'avais 18 ans depuis quoi? Je pense 3 semaines max. Vraiment maximum 3 semaines. Et je continuais à aller au travail. Enfin, je continuais avec mes 4 jobs. Donc j'avais relativement assez pour vivre et ma mère elle m'aidait aussi à côté. Je rencontre la personne qui deviendra le père de ma fille, donc mon ex. Je viens d'avoir 18 ans, il va en avoir 27. Sauf que moi, sur le moment, je voyais pas vraiment le souci à ça. Enfin, vous voyez, quand on a 18 ans, genre on se sent un petit peu... comment dire? On se sent flatté quand il y a des hommes plus âgés qui s'intéressent à nous, et encore plus quand on a des daddy issues. Et je commence à sortir avec lui. Et en fait, du coup, je me prends une chambre dans une colocation dans la ville où il habite. Parce qu'en fait, il habitait avec son frère à ce moment-là. Et donc, on commence la relation et lui, il avait jamais eu de copine avant. Voilà, j'étais sa première copine. Genre, il avait jamais eu d'expérience ni sexuelle ni rien du tout. Alors, je suis désolée de parler de sa vie comme ça, mais bon, ça me concerne aussi. Et moi, c'était pas le cas. J'avais déjà fait mon petit bonhomme de chemin à mon âge, malgré tout. Et du coup, voilà, on commence à sortir ensemble. C'était pas évident dès le début, dans le sens où, lui, je pense pas qu'il cherchait spécialement de copine. Moi, j'étais un peu dans l'attente, en fait. Et je tombe enceinte très très rapidement. Alors, je me protégeais. Mais voilà, la protection, ça ne marche pas à 100%. Et me voilà enceinte. Et moi, c'était sûr que je ne voulais pas avorter. Et je lui avais dit, écoute, moi, si je suis enceinte, je n'avorte pas. Sachant que de base, il était venu pour étudier en France. Donc se marier, avoir un enfant, c'était absolument pas dans ses plans. C'était pas dans les miens non plus. Mais moi, j'étais sûre que je ne voulais pas avorter. Et en fait, il a fait le ping-pong à me dire qu'il allait rester, il allait assumer pendant 3 mois et demi, quasiment 4 mois en fait. Et à un moment, c'était très fatigant parce que déjà, quand t'es enceinte, c'est éprouvant physiquement, mentalement. Et j'avais tout juste 18 ans, donc j'étais un bébé. C'était compliqué. Et à un moment, ma mère, en fait, elle a un peu pété un câble. Et elle est allée le voir parce qu'il travaillait dans un restaurant coréen dans la ville dans laquelle on habitait. Et elle est allée le voir sur ses horaires de travail et elle lui a dit, écoute, maintenant, soit tu te casses, soit tu te décides. Mais tu peux pas faire la girouette comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, il a décidé qu'il allait rester. Et moi, j'avais pas prévu qu'on habitait ensemble, vous voyez. Moi, j'étais en mode, écoute, on n'est pas obligé d'habiter ensemble. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est en couple. Ça faisait peut-être un mois et demi. Quand je suis tombée enceinte, je parle pas de ce moment où il a décidé de rester. Ça devait être à 3 mois et demi, je pense. Et en fait, j'ai eu jusqu'au délai légal de l'avortement. En fait, tous les jours, il me demandait si je pouvais encore réfléchir pour avorter. Que c'était pas encore trop tard pour avorter. Pareil, il habitait avec son frère en fait qui me détestait et qui me hurlait dessus. Ils avaient carrément fait une réunion avec sa copine de l'époque à lui, ils étaient tous coréens, pour me dire qu'en gros, ils m'aimaient pas, et ils aimaient pas mon comportement, alors que littéralement, j'avais rien fait. C'était vraiment des adultes comparés à moi, vous voyez. Même si j'avais la majorité, mais j'avais la majorité depuis quelques mois, à peine, quelques jours. Du coup, j'ai vécu un début de grossesse qui était vraiment, vraiment très compliqué. Parce que j'avais littéralement tout le monde autour de moi qui me disait que je devais
absolument avorter. Et je vous mens pas que des fois j'ai douté. J'ai douté, je me suis dit, est-ce que ce serait peut-être pas la meilleure solution finalement? Mais j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné ma fille et je n'ai pas avorté jusqu'au bout. Donc j'ai eu cette pression énorme en fait pendant tout le début de ma grossesse, jusqu'à ce que le délai de l'avortement soit passé. Il l'a annoncé à ses parents, ça devait être, je pense, autour de 12 semaines de grossesse. Et en fait, au début, ses parents ont très bien réagi. Et puis le lendemain, sa mère a voulu me parler au téléphone. Et en fait, elle me demandait d'avorter. Enfin, limite, elle me hurlait dessus pour me demander d'avorter. Et je me souviens, j'étais chez ma mère qui était pas là, enfin, qui était pas chez elle, parce que je voulais dormir avec les chats. Et je me souviens qu'après, quand lui était parti au travail, je me souviens que j'ai hurlé, comme je pense que j'ai jamais hurlé, parce que c'était vraiment trop difficile. Et voilà. Donc on arrive à 3 mois et demi, 4 mois de grossesse. Comme je vous disais, moi j'avais pas prévu qu'on habite ensemble, mais en fait, là où il travaillait, ses patrons lui avaient dit, mais en fait si tu vas assumer cet enfant, il faut que tu habites avec elle. Son petit frère avec qui il habitait est parti du studio et il m'a dit, en gros, de venir m'installer avec lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé, en gros, notre vie de couple, notre vraie vie de couple, entre guillemets. Et en fait, ça a jamais été quelqu'un de méchant. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je voyais pas spécialement de mauvaises choses en lui, mis à part le fait qu'il savait pas trop prendre de décisions tout seul. En fait, il était très très influencé par la vie des autres et que tout seul, c'était quand même compliqué pour lui de prendre une décision. C'est comme la décision de rester finalement. Si ma mère n'avait pas mis les pieds dans le plat, je pense pas qu'il serait resté. Si ses patrons lui avaient pas dit qu'il fallait qu'on habite ensemble, on n'aurait pas emménagé ensemble. Il y a tout ce genre de petites choses en fait. Mais j'étais enceinte de lui et c'était quand même mieux pour ce bébé qu'elle ait son papa et sa maman ensemble. Donc j'ai fermé les yeux sur certaines choses. Et surtout que j'avais 18 ans en fait et lui 27. Donc j'étais pas en capacité d'être consciente de tout ce que ça engendrait de rester avec cette personne. Il m'avait jamais insulté, ni frappé ou quoi que ce soit, donc j'avais pas de raison de me plaindre. Soit c'était quand même quelqu'un avec qui je m'entendais bien, et on avait des sujets de discussion qui étaient quand même assez variés. Le seul souci, on va dire, c'est que j'ai toujours eu cette impression qu'on était plus amis que vraiment amoureux et couple. Ça s'est très vite dégradé au niveau, par exemple, sexuel. On n'avait quasiment pas de rapport. Sur les 4 ans, on a été ensemble. Le nombre de rapports a dû être très très limité. Et c'était aussi une frustration pour moi parce qu'en fait je comprenais pas. Donc moi j'accouche en décembre 2021. Alors mon accouchement a été un petit peu compliqué parce qu'il était prématuré. J'ai eu une rupture prématurée de la poche des os à 33 semaines et 6 jours. Et j'ai du coup accouché à 34 semaines et 5 jours. Donc j'ai été hospitalisée de la rupture des os. Ma fille est née le 20 décembre et on est sorti de l'hôpital le 1er janvier 2022. On est resté une dizaine de jours à la maternité. Et en fait, pendant cette grossesse, son papa, il n'était pas du tout investi. C'est-à-dire qu'il est venu, je pense, à 2 rendez-vous, mais parce que je lui ai dit de venir. Si je lui avais pas dit de venir de lui-même, il serait pas venu au rendez-vous. Et il touchait jamais mon ventre. Il posait jamais de questions sur la grossesse, sur comment ça se passe. Une grossesse durant laquelle je me suis sentie très 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 seule parce qu'en fait j'avais personne pour me soutenir à part ma mère, mais voilà, c'était pas non plus elle était pas non plus ravie de la situation. C'était une grossesse très solitaire. Physiquement pas compliquée, mais très très solitaire. J'étais contente d'être enceinte, mais en fait, cette grossesse, j'ai pas du tout aimé être enceinte. J'ai pas aimé sentir le bébé. En fait, j'ai rien aimé de cette grossesse. Même si j'étais contente d'être enceinte. Et donc, quand j'ai accouché, en fait, j'ai accouché par voie basse. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Comme je vous ai dit, on est juste resté 10 jours. Parce que elle avait du mal à réguler sa température. Quand elle est née, directement, j'ai pleuré. Quand ils l'ont posée sur moi, le premier truc que je me suis dit dans ma tête, c'est « Oh putain, c'est un vrai bébé. Putain de merde, c'est un vrai bébé. » C'est pas que je l'ai pas aimé tout de suite, vous voyez. Je pense que c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Je l'ai tout de suite aimé, mais en fait, je pense que je me rendais pas compte, avant qu'elle soit là, que vraiment, il y avait un vrai bébé. Vraiment, c'est la première pensée qui m'a traversée. Ça a pas duré, évidemment. Et je m'en occupais, mais je m'en occupais comme si on m'avait confié un bébé, quoi. C'était pas difficile. Je vais pas mentir que c'était un bébé qui est très facile et qui nous a vraiment facilité la vie. Elle a fait ses nuits au bout de 2 mois, elle a jamais fait de colique, il n'y a jamais eu de pleurs pour une raison où on ne sait pas en fait pourquoi elle pleure. Jamais, jamais, jamais. Un bébé extrêmement facile
Et je pense que les bébés ils ressentent, hein. Donc je pense qu'elle a ressenti que c'était pas forcément un environnement dans lequel j'étais heureuse. Et elle m'a vraiment beaucoup facilité la vie. Mais c'est vrai que du coup, j'avais du mal à lui parler. C'est vrai que les infirmières, quand elles passaient dans ma chambre, elles me disaient « Mais faut lui parler au bébé, il faut lui parler. » Et moi, en fait, je n'arrivais pas à lui parler. C'était un tube digestif, quoi. Je n'arrivais pas à lui parler. J'ai pas eu de mal à m'en occuper. Jusqu'à ce qu'elle commence à parler et à avoir quand même... un caractère qui est propre à elle, ce qui est normal. Et là, ça c'est compliqué. Donc ma fille, je m'en suis occupée. Je m'en suis occupée quasiment toute seule de sa naissance à septembre de l'année d'après. Donc pendant 9 mois, c'est moi qui l'ai gardée à la maison. Et ensuite, elle a commencé à aller à la crèche familiale chez une assistante maternelle qui était vraiment extraordinaire, vraiment adorable. Une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais vues sur cette terre. Vraiment une dame super adorable. Elle a passé 2 ans chez elle. Et je pense que c'était 2 très belles années pour elle avec cette assistante maternelle. Et moi, du coup, en parallèle, j'avais repris mes études. Il faut savoir que j'ai toujours voulu être dans le médical, être infirmière. Mais en fait, pour moi, je me sentais pas capable. Du coup, on m'a dit, vu que tu parles très bien coréen, tu peux faire une licence de coréen, comme ça tu feras de la traduction, des trucs comme ça. Donc, je suis rentrée en licence de coréen en septembre 2022. Et en fait, le fait de faire une licence de coréen, ça pouvait peut-être me permettre de partir en échange. Donc, à chaque fois que j'ai pu postuler pour partir en échange, j'ai postulé. À chaque fois, on m'a refusé parce qu'en fait, j'avais trop d'absence. Mais en fait, c'était compliqué pour moi de garder une routine scolairement parlant, puisque en 2022 ou 2023, je sais plus. Je crois que c'était en 2023, quand ma fille avait 2 ans et quelques. J'ai été diagnostiquée autiste. J'avais des doutes évidemment, mais voilà, les doutes ont été avérés. Et ça a expliqué beaucoup de choses. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diagnostic, en fait, tout ce que je retenais en moi jusque-là, ça a comme explosé. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit pendant plusieurs mois après mon diagnostic en fait. Et je sais que c'est assez récurrent. Et mon ex, du coup, le papa de ma fille, par rapport à ça, il a jamais vraiment fait l'effort de me comprendre. Il n'était pas violent verbalement, il n'était pas violent physiquement, il n'était pas forcément violent verbalement, mais il était très violent dans son attitude. Je sais pas vraiment comment m'expliquer. Il était vraiment très violent dans son attitude, très froid. C'est quelqu'un, en fait, avec qui, si j'essaye de parler de ce qui ne va pas, en fait, il va juste écouter, mais il ne va pas répondre. Donc c'était impossible d'avoir une vraie discussion sur des vrais sujets. Et il a mis un petit moment à comprendre comment je fonctionnais, par rapport à ce handicap du coup. Ça a mis du temps, il a fini par plus ou moins comprendre, mais est-ce qu'il a vraiment fait les efforts Je ne sais pas. Moi j'ai toujours eu cette envie depuis toute petite en fait de partir à l'étranger. Je savais que je finirais pas ma vie en France, mais en fait lui mon ex il faisait ses études en France et il avait fini ses études et on va dire qu'il ne voulait pas rentrer en Corée sans avoir accompli quelque chose en France parce que sinon ce serait un échec vu qu'il n'avait pas prévu de rentrer avec un enfant à la base. Vous voyez, c'était une histoire d'égo en fait. Du coup, on est resté en France tout ce temps. Et au niveau de notre relation, on était parents avant tout. Plus que couple, on était parents. Voilà. Comme je vous ai dit, ça se passait pas mal en soi, mais je pense que j'ai jamais été vraiment heureuse avec lui. Et en fait, on a été forcés à s'aimer. On a été forcés à faire famille, entre guillemets, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu notre fille, on ne serait pas forcément restés ensemble très longtemps. Si on est restés ensemble 3 ans et demi, quasiment 4 ans, c'est parce qu'il y avait cet enfant entre nous. Mais si elle n'était pas là, je doute que la relation ait continué dans le temps. Et c'est quelque chose dont je me rendais compte, mais en fait, j'avais extrêmement peur d'être seule. Et je me suis dit, mais en fait, qui va m'accepter avec un enfant à mon âge ? Qui va m'accepter ? Genre, qui va vouloir de moi ? Et comment je vais gérer la petite toute seule et tout ? Pour moi, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Et on n'était pas dans une bonne situation. C'est-à-dire que financièrement, il avait un petit boulot. Moi, avec le handicap, mes études, c'était compliqué de travailler et de gagner de l'argent. J'avais la bourse, la CAF, un petit peu, etc. Donc, on s'en sortait. Mais clairement, on était dans une situation ultra précaire. Et plusieurs fois, j'ai sauté des repas pour que ma fille ait de quoi manger. Voilà, plusieurs fois. Pas qu'une fois. Mais j'étais vraiment dans cette dynamique que, en fait, de toute façon, je n'avais pas le choix que de rester avec lui parce que sinon en fait ma vie allait être encore pire et que j'allais pas du tout pouvoir gérer en fait, ce qui était totalement faux bien évidemment. On se disputait pas souvent mais j'avais beaucoup de rancœur, je pense, envers lui. J'avais beaucoup de rancœur
beaucoup de ressentiments. Donc ce qui faisait que j'étais pas, comme je vous l'ai dit, j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse avec lui. J'étais pas heureuse et il m'a quand même fait des coups de pute, voilà. Ça, je l'ai découvert 1 an après avoir accouché. En fait, je regardais son téléphone ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je regardais son téléphone, j'avais accès à son téléphone. Et en gros, je vois code d'activation Tinder. Et en fait, la date, c'était une des dates où, en gros, j'étais hospitalisée avant mon accouchement. Pendant que j'étais à l'hôpital, hospitalisée, il était sur Tinder. Et c'était pas la seule fois qu'il l'avait installé. Il l'avait déjà installé, je me rappelle, on commandait quelque chose sur Uber Eats. Et je vois une notification Tinder qui apparaît. Et je lui ai demandé ce que c'était. Et il m'a dit non, mais c'est parce que toi, à l'époque et tout, tu l'utilisais. Donc je voulais voir ce que c'était, machin. Et moi, vu qu'il a pas d'expérience, j'étais en mode En fait, je l'ai cru. Je l'ai cru alors que... Est-ce que c'est vrai? Très probablement pas. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir 15 ans d'expérience en dating pour savoir que c'est pas bien, en fait, d'être sur un site de rencontre quand ta copine est enceinte. Du coup, j'étais très en colère. Mais ma mère, en gros, elle m'a dit de laisser passer, quoi. Elle m'a dit de laisser passer. Et en fait, il y a eu énormément de petits événements comme ça que j'ai juste laissé couler. Parce que j'achetais ma paix, quoi. J'achetais ma tranquillité. Et c'était vraiment pas le moment pour m'en rajouter encore avec autre chose. Donc si je devais parler du moment où notre relation s'est vraiment dégradée, je dirais que c'était la 2e fois quand on est allé voyager en Corée voir ses parents. Alors déjà, c'était un voyage qui n'était pas prévu de base, mais à la dernière minute, on avait pris des billets, je sais plus pourquoi exactement. Il faut savoir que c'était toujours très compliqué entre moi et ses parents. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas certains comportements que j'avais, même si j'avais demandé du coup à mon ex de leur expliquer que du fait de mon handicap, je pouvais avoir des réactions qui n'étaient pas forcément ce qu'ils pouvaient attendre d'une belle fille. Mais bon, ça n'a pas été entendu. C'est entré par une oreille, c'est reparti de l'autre côté. Mais bref, c'était l'été 2023, je crois. Ma belle-mère de l'époque, donc du coup la mamie de ma fille, avait acheté un siège auto d'occasion. Et vous savez que les sièges auto, normalement, au maximum, c'est dos à la route. Et elle ne voulait absolument pas le mettre dos à la route. Elle voulait le mettre que face à la route. Bon, moi, j'ai rien dit de spécial parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux dire sans me faire engueuler? Et du coup, mon ex, à un moment, il s'arrête et il dit faudrait retourner le siège auto, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Je lui avais pas demandé, hein. Je lui avais pas du tout demandé. Sa mère, elle commence à s'énerver. En mode oui, si vous venez en Corée, vous devez faire comme on décide, vous n'êtes pas chez vous, c'est à vous de vous adapter. C'est insultant parce que vous savez pas à quel point on conduit de manière responsable avec la petite. Je me fais défoncer, clairement. Et du coup, moi, ça me met en crise, donc je me bouche les oreilles, je pleure, etc. Et on était dans une petite maisonnette à part de leur grande maison. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, moi, je me sens pas bien. Si tu veux qu'on parte de la maison de chez eux, on part. Mais si tu veux qu'on reste, on reste et je fais un effort. Et en fait, on est parti du coup de chez eux. Je crois qu'il nous restait 5-6 jours de voyage, quelque chose comme ça. On est parti de chez eux. Et en fait, moi je pensais que le lendemain matin, on allait quand même leur dire au revoir. Et en fait non, on est parti comme des voleurs. Il a pas laissé de message, il a rien dit à personne. Moi je pensais vraiment qu'on allait au moins dire au revoir, quoi. Et non. Donc on est parti, on a fini le voyage en Corée, on est rentré. Et en fait, après, il a complètement coupé les ponts avec ses parents. Et il n'a rien dit quand je me faisais hurler dessus par sa mère, bien évidemment. Il n'a absolument rien dit. Donc, son comportement m'a déçue à ce moment-là encore. Parce que, je sais pas, t'as bientôt 30 ans. T'es censé quand même pouvoir dire des choses devant tes parents. Enfin, j'ose espérer. Ah, lui, pas du tout. C'était absolument pas le cas. Et du coup, moi, je me dis, en soi, ma fille et ses grands-parents paternels, ils ont rien à voir dans l'histoire, dans l'embrouille, ils ont rien à voir. Donc du coup, moi, je continue d'envoyer des nouvelles à ma belle-mère. Donc c'est moi, en fait, qui fais le relais entre lui et sa mère. Donc moi, j'envoie des photos à ma belle-mère, j'appelle ma belle-mère pour lui montrer la petite. Je garde vraiment ce relais. Alors qu'en soi, je suis pas obligée de le faire. C'est pas ma mère. Je suis pas obligée. Elle m'a hurlé dessus. Je me suis sentie vraiment humiliée. J'ai mis mon ego de côté.
et au moins pour la petite, je l'ai fait. Donc à ce moment-là, c'était ma rentrée de L2, du coup toujours en licence de coréen. Et ce premier semestre, je voulais vraiment partir en échange l'année d'après. Donc vraiment, je me suis mis à fond, à fond, à fond. J'ai dû peut-être rater un cours, alors que l'année d'avant, j'étais défaillante partout. Mais là, vraiment, j'ai raté aucun cours. Je me suis mis à fond, parce que j'avais vraiment envie de partir en échange. Et c'était vraiment que 4 mois. Donc vous voyez, toute seule, c'était pas un problème. Et pour mon ex, ça n'a jamais été un problème que je parte en échange quelques mois. Ni pour ma mère, etc. Au contraire, ils m'ont encouragée dans ce processus-là. C'est quand même une opportunité. Et surtout que moi, une fois que j'ai eu ma fille à 18 ans, ma vie de jeune femme, de jeune adulte, mais je l'ai mis entre parenthèses. Donc c'était aussi une manière pour moi de retrouver un petit peu, de faire comme les gens de mon âge, quoi. Et voilà, donc je me mets à fond dans ce semestre et j'ai des bonnes notes, j'ai des très bonnes notes à ce semestre-là. Et après les résultats du premier semestre que j'ai eu, j'ai les résultats pour les échanges et je suis refusée. Je suis refusée et là, en fait, j'ai un peu le ciel qui me tombe sur la tête parce que je m'y attendais pas. Et que même des copines que j'avais à la fac et tout, c'était un peu en mode pourquoi t'as été refusée. C'était très très dur à accepter parce que je voulais vraiment et j'avais vraiment travaillé pour avoir des bonnes notes partout et je me retrouve à être refusée. Et en fait du coup après je décroche totalement. Le deuxième semestre, j'y suis pas allée. J'ai totalement décroché parce que je voyais pas l'intérêt. Parce que moi, en soi, la licence de coréen, c'était intéressant sur certains points, la civilisation, l'histoire, etc. Mais au niveau de la langue, moi, je parlais déjà couramment le coréen, donc je n'avais pas besoin de ces cours. L'utilité, c'était de pouvoir partir en échange. Et partir en échange, ça coûte beaucoup moins cher que de se financer une année d'études ou un semestre d'études par soi-même. Donc j'ai complètement lâché parce qu'en fait, je voyais plus du tout l'intérêt de me donner à fond dans ces études, alors que je n'avais aucune contrepartie derrière. À part un diplôme qui allait me servir à quoi ? Pas grand-chose. Je lâche. Je vais de temps en temps en cours, mais vraiment pas souvent. Et en mars, je quitte le père de ma fille. En mars 2024. Je sais pas ce qui a été l'élément déclencheur. Je ne sais plus ce qui a été l'élément déclencheur. Mais on va dire que je lui avais fait certains reproches. Notamment que, par exemple, quand on allait chez ma mère, il était hyper tactile, hyper gentil, toujours à faire comme s'il prenait soin de moi. Vraiment à passer vraiment pour la personne la plus gentille. Et en fait, à la maison, il y avait rien physiquement, il me touchait pas, il y avait rien. Donc c'était vraiment... Je trouvais qu'il y avait un trop gros contraste entre ce qu'il montrait de nous aux gens de l'extérieur et ce que nous, on était dans l'intimité. Et je lui en avais fait part, etc. Mais évidemment, quand je lui en ai parlé, j'ai pas eu de réponse. Et je pense que, en fait, il y a une part de lui qui se disait que de toute façon, peu importe ce qu'il ferait, je serais toujours là. Et je pense que pendant un temps, comme je vous l'ai dit, je pensais aussi comme ça, que sans lui, je pourrais rien faire. Mais du coup, j'ai pris la décision de le quitter. Parce qu'en fait, après lui avoir dit ce qui n'allait pas, rien n'a changé. On a quand même continué à vivre ensemble, et puis à un moment, en fait, je pouvais plus me le voir. Donc je lui ai demandé de partir de la maison. Je lui ai demandé de partir de la maison. Il est parti de la maison. Là, il s'est débrouillé à droite à gauche, donc ma fille, c'est moi qui m'en occupais globalement toute seule, et il la prenait le week-end. Et en fait, on s'est remis ensemble, je crois que ça devait être vers début juin, je pense que c'était vers début juin. C'était à mon initiative. Je pense que j'avais vraiment beaucoup de culpabilité au niveau de ma fille parce que en fait, je voyais les conséquences de la séparation. En fait, à la crèche, on me disait qu'elle parlait plus autant qu'avant, etc. Et je pense que j'ai eu une culpabilité par rapport à ma fille et qu'aussi j'avais cette part d'ego en moi qui me disait mais en fait, il aura jamais personne d'autre que moi. Je supportais pas l'idée qu'il puisse avoir quelqu'un d'autre, vous voyez. J'ai fait un premier pas pour qu'on se remette ensemble. Et il a pas accepté tout de suite parce que, en fait, il m'avait dit à l'époque qu'en soi, il pourrait dire oui tout de suite, mais qu'il avait pas envie de passer pour un mec stupide aux yeux des autres. Ce que je comprenais tout à fait. Mais voilà, on s'est remis ensemble. Quand on était entre guillemets, pas vraiment ensemble, mais... il est revenu vivre à la maison, quoi. Il n'y a pas eu de moment en mode où on s'est dit ça y est, on est de nouveau ensemble. On va dire que ça s'est fait, je pense, graduellement. Il y avait un moment où c'était encore un entre-deux. La dernière fois qu'on était en fait allé en Corée, on était allé dans un parc aquatique et on avait pris des vidéos avec son téléphone parce qu'on avait laissé mon téléphone dans les vestiaires. Et je voulais en fait m'envoyer cette vidéo à moi. Donc j'ai pris son téléphone pour m'envoyer la vidéo. Il dormait. Du coup, je me l'envoie par WhatsApp. En fait, quand j'ouvre WhatsApp, vous savez, vous avez toutes les conversations qui s'affichent avec les petites photos de profil. Je vois beaucoup de photos de profil des meufs à poil. C'est quoi ça ?
Je rentre dans les conversations et en gros je vois que ce sont des prostituées. Voilà, je vois que ce sont des prostituées. Mais que c'est pas des prostituées, des vraies prostituées. C'est genre, vous savez, les trucs où ils vous demandent d'aller au tabac, prendre une recharge. Et en fait, c'est des mecs, tu sais pas où ils sont, dans quel cybercafé de quel pays. C'est pas des vraies prostituées. Et en fait, il s'est fait arnaquer, je crois, de 200 €, quelque chose comme ça. Ce jour-là, on avait eu une discussion en mode, on essaye de se remettre ensemble. Enfin, on fait en sorte que on puisse se remettre ensemble. Et je vois qu'en fait, il parlait avec une des fausses prostituées. Et qu'il y avait des messages qui dataient d'il y a genre 4-5 heures. Donc, quand on était ensemble. Et quand même, je le réveille et je lui demande, c'est quoi ça, en fait? C'est quoi? Genre, pourquoi tu fais ça et tout? Enfin, ça me dégoûte. Et il m'explique qu'en gros, il sait qu'il s'est fait arnaquer. Il s'est fait arnaquer, en fait, il utilise ça comme moyen de pratiquer son français. Et je l'ai cru. Je l'ai cru. J'en ai parlé à ma mère et tout, qui était un peu genre en mode dégoûtée sur le moment. Mais comme elle l'adorait, elle le trouvait trop gentil, tout ça. En fait, mon entourage à moi m'a pas aidé à me rendre compte que c'était vraiment une dinguerie, en fait, ce qu'il avait fait. À quel moment tu vas avoir des prostituées si t'es pas un gros dégueulasse? Et en fait, personne ne m'a aidé à ouvrir les yeux là-dessus. Du coup, je suis passée outre et on s'est remis ensemble. Et j'avais comme projet du coup de retourner à l'IFSI en septembre. Je sentais que c'était pas ça qui m'appelait. Enfin, c'était ça qui m'appelait, mais pas à cet endroit, vous voyez. J'ai travaillé pendant les Jeux Olympiques à la Korea House. Je sais plus comment la discussion en est venue à là. Mais en gros, on a émis l'idée que je parte, moi, toute seule en Corée. Et qu'on se marie en décembre. Alors, savoir que le mariage, pareil, j'en ai parlé longtemps. Et lui, il était en mode, je sais pas. Je suis pas prêt à me marier. Mes frères, on a un gosse ensemble. Pourquoi t'es pas prêt à te marier? Les discussions étaient revenues au fait que on se marierait vers décembre 2024. Je crois que j'avais dit que j'avais envie d'expérimenter quand même la vie en Corée. Et il m'avait dit, pars. Il m'avait pas retenu. Il n'y a jamais eu de non en mode, non. Enfin, il m'a encouragée à partir. Ma mère, elle n'était pas contre. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle me disait, elle n'était absolument pas contre. Et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, je ne saurais pas vous dire à quel moment ça s'est décidé vraiment. Mais au fil des jours, ça s'est décidé que mi-octobre, je partirais moi toute seule en Corée. Qu'en décembre, on se marierait. Que pendant que je serais en Corée, je ferais un maximum de choses pour me forger une situation, que si je le pouvais, j'irais à l'université là-bas. J'avais même trouvé un stage, etc. Bref, j'y allais pour construire des projets et une fois que je serais installée, je ferais venir la petite avec moi. Par la suite, suivrait naturellement et reviendrait en Corée. C'est à peu près le projet qu'on avait et tout le monde était à peu près d'accord avec ça. Personne qui a été mis en porte-à-faux sur le projet, etc. Et c'était un projet que j'avais et sur lequel j'étais vraiment très 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 sincère. J'avais aussi besoin de couper parce que je pense que cette vie-là ne me convenait plus et que je pouvais pas rester en fait dans cet environnement où je me sentais oppressée. J'avais besoin de partir. Je sais que si je n'étais pas partie, je pense que je serais pas là pour vous raconter cette histoire, mais très sincèrement. En fait, c'était viscéral. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai abandonné ma fille ou je ne sais pas quoi. À ce moment-là, je n'étais plus en état de m'en occuper. J'étais là, j'étais présente, mais j'étais pas là. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais j'étais pas là. J'avais besoin de lâcher en fait, de lâcher prise et de me retrouver. Mais si ça avait été lui qui m'avait sorti qu'il devait se retrouver et tout, etc., ce qui peut être légitime, on lui aurait rien dit. C'est normal, c'est un homme, on lui aurait rien dit. Et vu que moi, je suis sa maman, forcément, c'est moins bien vu. Ce que je peux comprendre. Mais il a jamais été question d'abandon. Et très clairement, je vous le redis, si je n'étais pas partie, je me serais foutue en l'air. Et la solution n'est absolument pas de fuir ses problèmes. Parce que de toute façon, en fait, que vous soyez à un bout du monde ou à un autre, si vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Mais j'avais besoin de me détacher de lui, de cette vie, que finalement, j'avais choisi, mais est-ce que je l'ai choisi avec tous les éléments ? Non. J'ai pas choisi en connaissance de cause. J'étais un bébé, j'avais 18 ans. Et c'est pour ça que il y a des choses sur lesquelles je m'en veux forcément aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me flageller pour quelque chose qui m'a sauvée. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et donc, je pars mi-octobre 2024 en Corée. Avant de partir, j'ai écrit une petite lettre à ma fille, etc. Et j'avais trouvé un appartement près de chez ma mère, parce que du coup, on s'était mis d'accord que ma mère, en fait, elle la prendrait de temps en temps la semaine pour alléger un petit peu son père au quotidien. Et c'était ok entre tout le monde, quoi. Je vais à l'aéroport avec mon ex, ma fille et ma mère, avec qui, du coup, mon ex, on était en couple à ce moment-là.
Je lui avais écrit une très belle lettre où je le remerciais de comprendre, de soutenir mes choix. Je le remerciais sincèrement et ma lettre était vraiment sincère. J'ai pensé sincèrement tout ce que j'ai écrit dans cette lettre. Et je suis partie, évidemment... Quand j'ai dit au revoir, j'étais en pleurs et tout, normal. Je prends l'avion, je prends le deuxième avion, etc. J'arrive en Corée. Et en fait, au bout de quelques jours, je sens qu'il faut que je le quitte. Enfin, je sens que... En fait, je peux pas. Je peux pas rester avec lui. Pris en pleine face aussi. C'est à se dire que je suis pas partie en mode... Ouais, du coup, une fois que je serai arrivée, je vais le quitter comme ça, voilà, je suis débarrassée. Pas du tout. Au bout de quelques jours, je me suis pris la réalité de ce qu'il était et de ce qu'il m'avait fait subir, lui et sa famille. En fait, je me suis pris ça en pleine face et je me suis dit, je ne peux pas rester avec lui. Je ne peux sincèrement pas rester avec lui. C'est pas que je le déteste ou quoi que ce soit, mais physiquement, je peux pas. Je l'ai quitté quelques jours après mon arrivée. J'ai mis fin à la relation et en fait, même moi, je m'y attendais pas. Et je vous le dis vraiment très, 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 très sincèrement. Ce n'est pas quelque chose que j'avais planifié ni rien, mais alors pas du tout. Et du coup, je mets fin à la relation. Lui, il est un peu... il est pas choqué, mais je pense qu'il avait quand même espoir que je revienne encore. Mais là, pour moi, c'était vraiment définitif. C'était fini, fini, fini. Donc la relation avec le père de ma fille se termine comme ça. Fin, du coup, octobre 2024. Je mets fin définitivement à la relation. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je me suis encore une fois sauvée. Voilà, ça me brise le cœur pour ma fille qui connaîtra du coup pas ses parents ensemble. J'espère que plus tard elle pourra comprendre mon choix et de pourquoi je suis partie à ce moment-là et de pourquoi j'ai quitté son papa. Bon, évidemment, je garde contact très régulièrement avec ma fille, etc. Par le biais de son père et de ma mère. J'ai jamais dit que je voulais couper les liens ou quoi que ce soit. Genre, il n'a jamais été question de ça. En fait, je commence à vivre ma vie. Je commence à vivre ma vie que j'ai pas vécue à mes 18 ans finalement. La vie... un peu étudiante et tout, sortir, machin, et... Enfin voilà, tout ce que j'ai pas pu vivre avec ces années de maternité. Et ce n'est absolument pas la faute de ma fille, ce sont des choix que j'ai faits moi. J'ai lâché la pression, j'ai vraiment lâché la pression. Et du coup, j'ai rencontré la personne qui deviendra mon mari. Et on a commencé à sortir ensemble. C'était le 11 novembre. Je vous avoue que moi, au départ, j'avais plus envie de profiter de la vie. J'avais plus envie de profiter de la vie et tout. J'avais pas forcément une grande envie de me mettre à nouveau dans une relation sérieuse. Donc on a commencé à sortir ensemble. On s'est pas pris la tête, quoi. On s'est pas dit qu'on était l'homme et la femme de la vie de chacun. Alors je sais pas si je vais vraiment rentrer dans les détails de notre relation là, parce que en soi il se passe rien de mauvais. Je veux dire, on n'a pas eu de moment où c'était vraiment horrible ou la catastrophe, etc. Malgré le fait qu'on est tourné dans l'émission, vous savez laquelle. Mais c'était pas la catastrophe. Et ça, je pense que ça fera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Mais là, je vais plus repartir et tout sur la relation avec mon ex. Mon ex et ma fille, ils viennent pour les vacances de Noël en Corée. J'ai payé les billets d'avion, etc. Ils sont venus. Moi, je suis allée en France, du coup, avec mon nouveau copain à cette époque en février. On est allé quelques jours en France, donc voilà, j'ai pu voir ma fille, etc. Et on va dire que c'est à ce moment-là que c'est devenu plus sérieux. Ce voyage nous a vraiment rapprochés et on a décidé de s'installer ensemble par la suite. On a trouvé un appartement pas très longtemps après notre retour de France. Mon ex savait que j'avais du coup retrouvé quelqu'un. Je lui ai quand même dit assez tôt parce que je voulais être transparente là-dessus. Et en fait, en soi, mon ex à ce moment-là, il était quand même toujours pas méchant avec moi. Voilà, toujours ok. Pas gentil, mais pas méchant. Voilà, il était dans le dialogue quand même. Enfin, dans le dialogue à son niveau. Il ne m'empêchait pas de parler à ma fille ou quoi que ce soit. Vraiment, il n'y avait rien de tout ça. J'étais censée pouvoir reprendre ma fille en mars 2025. Ça s'est pas fait tout simplement parce que je ne savais pas encore si j'allais aller à l'université ou pas en septembre. Et que ça allait se décider en fait en fonction de ça. Parce que, par exemple, si je dois vivre dans un dortoir, il est évident que je peux pas l'avoir avec moi. Vous voyez ? Donc en fait, c'était en fonction de vraiment dans quelle université j'allais être acceptée ou non que ça allait se décider. Et je lui avais dit en décembre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu la prendre en mars tout de suite. Quand j'ai eu les résultats pour les admissions, en fait, c'était un jour où on s'est vraiment pris la tête très fort avec mon copain à l'époque. Et c'est le jour où on a décidé de se marier. Voilà, un peu bizarre, mais ça s'est décidé comme ça. Et en fait, j'avais été acceptée à l'université, à Korea University. Vu que je savais du coup que j'allais me marier, j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, est-ce que du coup ça vaut vraiment le coup de gâcher de l'argent un peu pendant 4 ans pour reprendre une licence, alors que t'as des compétences, que t'as énormément de choses dans ton CV,
que tu pourrais avoir un travail directement. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, aller à l'université, c'est un rêve qui est trop grand pour moi. En fait, j'ai un peu pris peur, quoi. J'ai pris peur. Et je me suis dit, c'est mieux que je travaille et que je gagne de l'argent. Et c'est comme ça que, un mois plus tard, je me dis, là, du coup, vu que je vais être bien installée, c'est le moment, en fait, de ramener la petite avec moi, tout simplement. Et c'était ça vers juillet. C'était vers juillet. J'appelle son père et je lui dis, écoute, ce serait bien que la petite elle vienne à partir de janvier. Et là, il me dit non. Je lui avais annoncé que je me mariais. Et je pense que je pense que son comportement a radicalement changé à partir du moment où j'ai dit en fait que je me mariais. Et il me dit non, mais qu'en fait depuis décembre, il a décidé que la petite, il s'en occuperait tout seul. Qu'il m'empêcherait pas de la voir, etc. Mais qu'il voulait s'en occuper seul. Mais il m'en avait pas parlé. Il m'en avait pas du tout parlé. Et il me dit oui, mes parents ils sont d'accord, etc. Enfin, comme si tes parents avaient leur mot à dire là-dedans. Et c'est là que commence une bataille qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai demandé à ce qu'elle revienne habiter avec nous. Ça faisait 9 mois que j'étais partie. Ça faisait même pas un an. Je lui envoie un message, je lui ai dit, mais essaie de penser à elle et tout. Enfin, je comprends ton point de vue, mais voilà, je peux lui offrir un bon cadre ici. Enfin, je suis posée, etc. Je venais de trouver un travail à temps plein qui était très bien payé. Et après, en fait, j'ai eu... pendant une semaine, il a coupé toute la communication. J'appelais tous les jours pour avoir des nouvelles, il ne me répondait pas, aucune réponse. J'ai dû menacer d'appeler la police pour que enfin il me réponde. Me rebaratine qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, je ne sais quoi. Donc c'est comme ça que là on est bientôt en février 2026, et en fait on est toujours au même point, au point mort. C'est-à-dire que lui campe sur ses positions. Donc savoir que je suis tombée enceinte en août de mon mari. C'était désiré, c'était voulu de tous les deux. En fait, c'est vrai que quand je suis arrivée en Corée, il y a plus d'un an, au début, quand je commençais à sortir avec mon mari, j'étais en mode non, mais moi, un deuxième enfant, pas avant 5 ans. Mais parce qu'en fait, je savais pas qu'on allait se marier quand on a commencé à sortir ensemble. Je savais pas qu'on allait se marier si vite. Et après, en fait, quand on a pris la décision de se marier, pour moi, c'était logique et je voulais pas que ma fille ait autant d'écart que j'ai avec mon frère que elle avec son petit frère ou sa petite sœur. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le projet bébé assez rapidement en place. Et du coup, je suis tombée enceinte en août. Et il faut savoir qu'entre-temps, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Parce qu'elle, en fait, ne voulait pas que sa petite fille, en fait, vienne habiter en Corée avec moi. Elle disait qu'il fallait absolument qu'elle ait fini la maternelle, etc. Que elle travaillait avec les enfants depuis des années, donc elle savait. Et du coup, moi, j'étais un peu en mode, si tu sais tant que ça, si tu en sais tant que ça sur la santé mentale des enfants, pourquoi tu n'as pas vu que la mienne était au plus bas? Et après, elle a commencé à se mettre dans des états de victimisation et tout, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ma mère dans ma vie ne m'apportait pas de positif et qu'elle avait beau être à 9000 km de moi, en fait, sa présence me stressait. Donc j'ai décidé de la bloquer, tout simplement. Et en fait, je pense que ça a mis ma mère très en colère parce que en fait, elle sentait bien qu'elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Et en fait, je commençais à sentir qu'elle m'en voulait, en fait, d'être partie. Elle me l'a jamais verbalisé ou quoi que ce soit. Mais je sentais bien que plus on avançait, en fait, plus j'étais la vilaine qui était partie et qui avait abandonné sa famille. Alors que c'était un accord qu'on avait tous ensemble. En fait, elle s'est un peu liée avec mon ex, donc le père de ma fille. Elle s'est vraiment liée. Enfin, maintenant, voilà, c'est tic et tac. C'est tic et tac, ils sont inséparables. Qu'est-ce qu'il est gentil. Parce qu'à l'époque, elle m'avait aussi dit que je ne trouverais jamais aussi gentil que lui. Mon mari est extraordinaire et je ne pouvais pas demander mieux que quelqu'un comme ça. Les mois passent comme ça où j'essaye de discuter avec le père de ma fille. De août, septembre, octobre, ça, j'essaie de discuter, machin. Il m'envoie de moins en moins de nouvelles. Déjà qu'il m'en envoyait pas beaucoup de base. Par exemple, un truc tout con, des photos. Il ne m'envoyait jamais de photos. Je devais quémander comme pas possible pour avoir des photos. Alors que je pense quand même que c'est quelque chose qu'on est censé faire plutôt naturellement. Dire ce qu'elle a fait à l'école, ou ce genre de choses. Je n'avais pas de nouvelles. Et si moi je n'appelais pas, il ne m'appelait pas. Et puis quand j'appelais, c'était pas dit qu'il réponde. La plupart du temps, il répondait pas. Et donc à un moment, on était, je crois, fin octobre. J'étais enceinte et tout, c'était un peu compliqué. Et je décide en fait de partir en France pour un petit temps
pour voir ma fille et pour vraiment mettre les choses au clair au niveau de la garde. Je ne pouvais plus rester comme ça. Je veux dire, moi, c'était hors de question que j'abandonne la garde de ma fille. Et en fait, comme je le dis assez souvent, si il avait un environnement super idéal pour elle, si, je sais pas, l'argent ne fait pas tout, mais si elle était, je sais pas, dans une super école, qu'il avait un super appartement, qu'il pouvait s'en occuper très très bien, qu'il était là tout le temps, enfin, si elle allait pas au centre tous les soirs jusqu'à 19h, s'il y avait vraiment un environnement très très idéal, mieux que ce que je peux lui offrir moi en tant que mère, mais je ne demanderais même pas la garde. Vous voyez, parce que je sais que ce serait le mieux pour elle. Sauf que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas ma mère, il s'en sortirait pas. À bientôt 32 ans, il fait toujours un petit boulot dans un restaurant. Et qu'il n'abandonne pas ses études où il n'y a littéralement aucun débouché. Et pour moi, ça c'est irresponsable en tant que père de famille, je sais pas. Même à l'époque, quand j'étais encore avec lui, je trouvais ça quand même irresponsable en mode pourquoi tu te cherches pas un vrai travail? Je veux dire, t'as une femme et un enfant, bouge-toi. Et quand je lui demandais de gagner 1 000 € par mois, c'était limite si je lui demandais de m'apporter une montagne. Et maintenant que je suis avec quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui agit comme un homme, je vois vraiment vraiment la différence. Objectivement, la vie en France était mieux pour elle. Et j'aurais fait les allers-retours pendant les vacances, il n'y a pas de souci. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas le cas. Et que le cadre que là, maintenant que je suis bien installée, je peux lui offrir, est 1000 fois meilleur que celui qu'elle a actuellement avec son père, tout simplement. J'en reviens à mon départ en France. Je pars du coup en France, enceinte de 3 mois et demi à peu près, quasiment 4 mois. Petit voyage en business, c'était sympa. Et donc, je retrouve ma fille. C'est vrai qu'au début, c'était, je vais pas vous mentir, je me sentais un peu mal à l'aise parce que ça faisait un moment du coup que je n'avais pas pu la voir. Parce que vu que je travaillais à temps plein, c'était pas possible de prendre des vacances. Et quand j'ai senti qu'au niveau de la grossesse, ça commençait à être compliqué de gérer emploi, etc., j'ai quitté ce travail. J'ai repris ma place de maman très rapidement, mais on va dire que c'était un peu bizarre au début. C'était plus naturel en gros, mais ça s'est très vite remis en place très naturellement. Mais voilà, j'étais très très contente de la voir. Alors je suis pas quelqu'un qui exprime vraiment mes émotions comme ça très facilement, mais ça m'a beaucoup apaisée de pouvoir la revoir avec moi. Et son père qui était hyper bizarre d'ailleurs dans son comportement avec moi. Quand je suis arrivée, j'ai proposé qu'on se fasse un restaurant tous les trois et que je paye le restaurant. Parce que même si on est séparés, elle a le droit d'avoir son papa et sa maman ensemble pour un court moment. Il a dit non, enfin bref. J'ai pris rendez-vous pendant ces 3 semaines avec une avocate, avec laquelle j'ai fait un premier rendez-vous pour parler de la situation, etc. Elle m'a fait une proposition de mail que je lui ai envoyée. Donc ce que je lui ai proposé, c'était je prends la garde à temps plein de notre fille, mais en contrepartie, je ne lui demande pas de pension alimentaire et je lui paye ses billets d'avion en fait pour la Corée, à chaque vacances scolaires, s'il veut rester en France. Et que bien évidemment, si ses parents veulent voir la petite, je peux l'amener autant que possible chez eux. Et il ne m'a jamais répondu à ce mail, enfin il m'a répondu de vive voix en mode que il voulait la garder, voilà. Et en fait, les arguments après qu'il m'a avancé durant ce laps de temps où il me contactait pas trop, c'était que oui, mais tu comprends, tu vas avoir une nouvelle famille. Pour moi, c'est pas une nouvelle famille. Pour moi, c'est une extension. C'est pas une nouvelle famille. Elle va avoir une petite sœur ou un petit frère d'un papa différent. Elle va se sentir à l'écart. Même quand j'ai dit ça à l'avocate, elle m'a regardé, elle m'a dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, il y a énormément de familles recomposées. Les enfants ne se sentent pas à l'écart. Je veux dire, tant que les choses sont bien faites, il n'y a pas de souci. Et je pense que le fait que je sois tombée enceinte, il s'est senti, je pense, encore plus légitime pour la garder pour lui et ne pas me l'envoyer. Que pendant ce laps de temps où je n'ai pas vu ma fille, j'ai proposé à plusieurs reprises de leur payer les billets d'avion pour qu'ils viennent passer les vacances en Corée. Vu que moi, avec le travail, c'était compliqué, j'ai proposé et à chaque fois, il a refusé. Pareil pour les vacances d'hiver, j'avais proposé, si tu veux venir, je peux payer les billets d'avion. Je crois que je devais rester 2 mois en France, mais je me sentais vraiment pas de rester 2 mois. Donc du coup, je suis restée 3 semaines et quand j'ai décidé de rester que 3 semaines, je lui ai dit, écoute, moi je me sens pas très bien, je vais rester 3 semaines. Venez pendant les vacances de février et voilà, je prends en charge les billets d'avion, etc. Et il me dit d'accord. Donc c'était acté qu'il viendrait pendant les vacances de février. Je repars en Corée et très dur, le départ très 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 dur pour moi.
Je crois que j'ai fait que pleurer. Vraiment, j'ai fait que pleurer. Et en fait, bah, je m'en voulais, quoi, de la laisser. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais bah, tu peux revenir en France et tout. Mais le problème, c'est que là, en France, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai pas de famille parce que plus personne me parle. J'ai plus rien. C'est même pas une volonté ou quoi, c'est que je n'ai vraiment plus rien. Et plus personne sur qui compter. J'ai essayé de reprendre un petit peu le contact avec ma mère quand j'étais en France. Bah, rien, pas très réceptive. Je peux comprendre qu'elle soit en colère ou quoi que ce soit, enfin ça je peux le comprendre. Mais quand t'as l'occasion de voir ta fille que t'as pas vue depuis un certain moment, enfin moi je comprends pas que tu laisses passer l'occasion. Donc le départ était très compliqué. Je sais que je l'ai pas abandonné. Je sais que j'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là et pendant toute cette année. Mais voilà, je pense que de toute façon quand on est maman, forcément on culpabilise. Les gens autour qui te disent que t'es le plus horrible des parents alors que bah objectivement non. Et c'était fin décembre, j'envoie un message au père de ma fille et je lui dis écoute, je vais bientôt réserver les billets d'avion pour février, donne-moi les informations de vos passeports. Pas de réponse. Voilà, j'ai eu aucune réponse, donc j'ai considéré qu'ils ne viendront pas. J'appelle, il ne me répond pas. Je lui pose des questions sur, par exemple, la scolarité et tout, j'ai pas de réponse. Il me répond à rien. J'appelle tous les jours, quasiment tous les jours. Mais en fait, il m'appelle une fois par semaine. Il me répond une fois par semaine. Et c'est tout. Donc avec mon mari, on a pris un avocat pour faire bouger les choses. Enfin, on a vraiment enclenché le processus. Et j'espère que ça va se régler. Et en fait, je pense que le vrai souci, c'est que mon ex, c'est quelqu'un de très influençable. Et que si il était le seul dans sa tête à prendre des décisions, elle serait déjà ici. Je mets ma main à couper, voilà. Mais il y a l'influence de ma mère, qui je pense est très grande. Et il n'est pas capable de prendre une décision par lui-même. En fait, j'ai l'impression d'être devant deux enfants. En fait, j'ai deux enfants en face de moi avec qui c'est impossible de discuter. Donc je suis très fatiguée. Forcément, toujours la culpabilité, etc. Et en fait, à part mon mari, ici, j'ai plus personne. J'ai plus personne. Et je veux pas me plaindre parce que c'est en partie à cause des choix que j'ai faits, mais je considère que je ne suis pas la seule responsable et qu'il y a un moment, il faut aussi mettre son ego de côté quand c'est pour le bien-être d'un enfant. Dire, moi, je suis capable de mettre mon ego de côté, il n'y a pas de souci. Je suis pas parfaite, hein. Je suis loin d'être parfaite. Mais je pense que je suis largement capable de le mettre de côté. Ce qui n'est pas le cas de mon ex. Et du coup, aussi de ma mère aussi, qui a vraiment un problème d'ego, je pense. Que c'était important pour moi de vraiment raconter mon histoire telle qu'elle est. Alors, je sais pas si ça vous a intéressé ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire pour moi pour poser les choses. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Et je pense que la grossesse, ça n'aide pas du tout le processus. Mais du coup, voilà, vu que ma fille ne viendra pas aux vacances de février, j'ai pris un billet, moi, pour y aller début mars. Je peux pas rester très longtemps, parce que je serai entre 30 et 31 semaines d'aménorrhée, donc j'ai accouché prématurément de la première. Donc voilà, je pars qu'une semaine. Mais au moins, parce que moi, je lui ai promis qu'on se verrait. Donc c'était important pour moi de quand même garder cette promesse. Et voilà. Et j'espère que tout va se régler rapidement et qu'on pourra retrouver un équilibre familial posé entre tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si c'était pas vraiment très construit. Je pense qu'il y avait beaucoup de moments qui étaient très décousus. Mais voilà, il y a sûrement des choses que j'ai pas dites. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et peut-être que je ferai une vidéo un petit peu similaire sur l'évolution de la relation avec mon mari. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé.